Bonjour à tous et merci, bienvenue d'être au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce lundi, la presse est à l'honneur ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Vous suivrez dans ce journal la substance du message du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla. À suivre, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans 2 provinces de l'Est du pays frappées par les violences des groupes armés et des massacres de civils. Toujours en interactualité, les élections régionales de Madrid demain pourraient avoir des répercussions sur le gouvernement espagnol qui s'est beaucoup investi dans la campagne. On en parle dans ce 13h. Bienvenue à tous, vous faites bien de préférer Eden TV pour actualiser votre capitale en information. L'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la 28e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministre de la Communication, Alain Orunla, a délivré un message dont voici un extrait. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un État de droit et de la démocratie chez nous, au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé, lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter les professionnels à plus de professionnalisme et à plus de rigueur dans la production et la diffusion de contenu. Je pense beaucoup plus aux acteurs des nouveaux médias, Internet, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, etc., sur lesquels les problèmes se posent beaucoup plus afin que les contenus qu'ils proposent donnent moins de soucis et aillent dans l'intérêt du public, soient utiles et constructifs pour la société, la démocratie et l'État de droit. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Une très belle couverture, globalement sans dérive, sans diffamation, sans atteinte à la vie privée des candidats, sans intoxication et sans volonté de nuire. C'est la preuve. Il y a de plus en plus du mieux en termes de responsabilité et de conscience professionnelle. Restons dans cette même dynamique pour dire que sur 20 mois de Matin d'Eden, la tranche introductive de la journée sur Eden TV, Vincent Folly, promoteur du journal La Nouvelle Tribune, a opiné sur le message du ministre de la Communication ainsi que sur la thématique retenue pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour l'invité Vincent Folly, bien évidemment, la presse béninoise recule et cela n'honore point la nation. Voici un extrait. Je voudrais simplement rappeler que la liberté de presse et le classement de Reporters sans frontières n'est pas un classement pour dire quel est le pays
qui a les meilleurs journalistes, qui a les meilleurs médias. C'est un classement pour montrer quels sont les pays qui offrent le meilleur environnement pour la liberté de presse. C'est-à-dire, lorsque nous sommes 114e sur 180, ce n'est pas un rang honorable. C'est parce que ça montre l'accord, c'est-à-dire l'environnement que nous créons pour les journalistes. Et nous sommes 114e, le 114e pays sur 180. Je crois que ce n'est pas très honorable. Le ministre a dit qu'il prend acte, que le gouvernement prend acte du rang du classement de Reporters sans frontières. Mais prendre acte, c'est quoi? C'est offrir le meilleur environnement pour la célébration, pour la liberté de presse, pour le travail des journalistes. Il fut un temps où le Bénin était classé parmi les meilleurs pays d'Afrique. Premier même. Le premier en Afrique. Et c'était sous le président Mathieu Kérékou, un militaire. Aujourd'hui, de la 25e place où nous étions, nous sommes maintenant 114e. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'information est un bien public? C'est le thème de l'UNESCO cette année. Est-ce que l'information aujourd'hui, fondamentalement, est un bien public au Bénin? Mais non, il ne l'est pas. L'information n'est pas un bien public au Bénin. Et le constat est clair. Regardez les dernières élections. Si le métier était fait normalement, nous avions toutes les conditions pour exercer ce métier. Tout le débat sur les bourrages d'urnes, comment on peut dire, les fraudes qu'on a constatées, ce ne serait pas fait sur les réseaux sociaux. Ce serait avec des constats de journalistes sur le terrain. La presse, l'information est un bien public parce elle peut être vérifiée, elle est traitée avant d'être livrée. Et il faut permettre aux journalistes de livrer l'information. Le rendez-vous hebdomadaire de causerie, d'échange, d'analyse entre journalistes Café Média Plus du vendredi dernier a reçu plusieurs invités. Les échanges ont porté non seulement sur la présidentielle du 11 avril dernier, mais aussi et surtout sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse de ce lundi 3 mai. Clémence Tononcon et Denis Maroya nous font le point. Communication et stratégie au cours de la présidentielle de 2021. Les leçons est l'un des thèmes abordés au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des journalistes. Franck Kinivor, communicateur politique, expert en gouvernance locale, l'un des invités sur ce thème, estime que la présidentielle d'avril 2021 est une élection à 3 visages. Dans un premier temps, les fruits de la réforme du système partisan avec un candidat soutenu par des partis officiels. Ça, c'est le premier visage. Et ça, c'est le duo Talon-Talata, bien entouré, bien soutenu. Deuxièmement, je vois 2 autres duos de candidats qui sont plus ou moins en phase avec la réforme du système partisan, notamment les FCBE, qui ont eu des subventions de l'État, mais qui, sur le terrain, étaient seuls. Les 2 candidats étaient seuls, sans les maires du parti, sans les élus du parti, et donc qui donnaient l'image d'un duo qui n'était pas accompagné, qui n'était pas entouré. Troisième visage, c'est une classe politique qui n'a pas pu remplir les conditions, qui n'a pas pu participer à cette élection et donc qui n'avait même pas pu s'exprimer de façon républicaine. Et ça, le symbole de ce visage-là, c'est les démocrates. Un autre thème abordé, célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021, l'information comme bien public dans l'écosystème béninois et africain. L'invité Gérard Guédégbé, expert en stratégie de développement des médias, donne la valeur de la denrée qu'est l'information. Lorsque vous avez
de l'information, vous vous sentez plus averti et plus libre de décider, de penser et aussi, pourquoi pas, d'intervenir lorsqu'on parle des questions qui vous préoccupent ou qui préoccupent, par exemple, des personnes qui préoccupent la cité. Deuxième chose, je pense que l'information nous permet aussi d'être résilient. La troisième chose que je pense que l'information fait, l'information nous aide à avoir de nouvelles idées pour innover. Et le but de l'innovation, c'est pour un bien-être. Donc, quand nous sommes bien informés, nous avons la possibilité de nous défendre, la possibilité d'innover et la possibilité aussi, pourquoi pas, d'être résilient par rapport aux situations que nous avons. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 7 mai prochain pour d'autres thématiques. Merci Clémence Toloncoin. Nous changeons de registre. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a fait une déclaration de presse le week-end dernier devant les professionnels des médias. Eh bien, Mario Mettonou, le procureur, bien évidemment, a apporté des précisions sur la découverte d'une cargaison de munitions ce vendredi suite à un accident de circulation à hauteur du village d'Agbon, arrondissement d'Ato-Kolibé, dans la commune de Banté. Les précisions. Hier, vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 h du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agbon, dans l'arrondissement d'Ato-Kolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie. Des quatre occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou. La fouille du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Aledjo, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Passi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus, plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves
au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savet, Papané, Tchaoro, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au terme de l'article 161 de notre code pénal, que je cite, constitue un acte de terrorisme l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l'État et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point, la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous en parlais au sommet. En République démocratique du Congo, l'état de siège a été décrété ce week-end dans 2 provinces à l'est de ce pays. Depuis plusieurs mois, ces zones sont la cible de plusieurs groupes armés. Reportage. Des mesures radicales face à l'insécurité, le président Félix Tshisekedi avait prévenu. Dans la soirée de vendredi, c'est son porte-parole qui l'a annoncé. Le président de la République a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une décision motivée par la présence de dizaines de groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Il s'agit notamment des ADF, Forces démocratiques alliées, des rebelles musulmans ougandais à l'origine qui seraient coupables du massacre de plus de 1000 civils depuis novembre 2019 sur le seul territoire de Béni. Une mesure sage pour certains, mais qui soulève également de nombreuses interrogations. La décision du chef de l'État, quand elle rentre directement dans l'intérêt de la population, et si elle va faire revenir, elle va faire à ce que la sécurité puisse revenir en province de Nord Kivu et en Ituri, et bien sûr partout en RDC, et donc c'est une bonne décision, et qu'elle peut être impopulaire, mais elle revient à une bonne décision du fait qu'elle va aider, conformément à ce qu'a dit le chef de l'État et le Premier ministre, à contrôler la question sécuritaire. La population ici au Nord Kivu se pose beaucoup de questions. Vous savez, ce qui dit état de siège, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de restrictions au niveau de la population. Et au niveau de toute la province, il y a l'administration qui ne va plus être la même, les autorités ne vont plus être les mêmes. La population sait qu'elle a une armée, des gens qui se sacrifient, mais parmi ces gens-là de l'armée, il y a des affairistes. Des gens qui font du commerce des véhicules, du commerce de l'or, du commerce du bois, du commerce du cacao. Et c'est autant de questions que nous nous posons. Est-ce que le chef de l'État a pu mûrir vraiment cette décision ? Des inquiétudes confortées par les récentes manifestations de rejet de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, par la population de Béni, qui l'accuse d'inaction face à ces tueries. Vendredi matin, après une semaine de siège devant la mairie, la police a dispersé un sit-in d'étudiants qui réclamaient également la présence du président. En parallèle à ce mécontentement, Félix Tshisekedi a lui été conforté par sa visite à Paris ce mardi où il a demandé l'aide de la France. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé
à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Mais l'état de siège signifie aussi le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire. Une ordonnance doit bientôt détailler les modalités d'application de cet état de siège. Résurgence de la Covid-19 sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre un possible scénario indien. Les experts pointent du doigt le non-respect des gestes barrières et le trop faible nombre de tests pratiqués. Selon les derniers chiffres, le continent a enregistré plus de 120 000 décès depuis le début de la pandémie. Précision. Nous ne pouvons pas nous laisser bercer par un faux sentiment de sécurité. L'augmentation dévastatrice des cas et des décès en Inde et le rebond manifeste observé dans d'autres régions du monde sont des signes clairs que la pandémie n'est pas encore terminée dans les pays africains. Une nouvelle remontée des infections par le Covid-19 est un risque réel dans de nombreux pays, même si le nombre de cas dans la région semble stable ces dernières semaines. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, l'Ouganda suspend tous ses vols en provenance de l'Inde. Après un premier cas de variant, le pays a lancé sa campagne de vaccination contre le virus. Plus de la moitié, de la population ougandaise a déjà reçu leur première dose. Précision. Atteindre des centaines de personnes vulnérables dans les zones rurales, un défi majeur pour la campagne de vaccination en Ouganda. Le lac Bunyonyi se trouve dans le sud-ouest du pays, parsemé d'îles. Ses eaux abritent quelques 2500 habitants. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès du pays, notamment pour le personnel médical basé sur l'île de Banwa. Pour chaque action de proximité que nous faisons ici, nous devons traverser le lac. Chaque patient qui vient ici doit aussi traverser le lac. Cela signifie que sans utiliser de bateau, vous ne pouvez pas accéder aux centres de santé et aux services médicaux. Cela nécessite plusieurs choses, l'argent ou alors des ressources en carburant. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous déplacer pour recevoir des soins. Atteindre les îles environnantes implique une traversée au moins de 30 minutes en bateau, soit sur un canoë traditionnel ou à bord d'un bateau moteur bien plus coûteux. Les vaccins sont ainsi transportés au travers du lac dans une simple glacière. Une avancée néanmoins pour cette zone qui ne disposait pas de fonds suffisants pour débuter une campagne de vaccination. Au centre de santé Biama 3, ils n'avaient pas encore commencé la vaccination contre le Covid-19, alors que le gouvernement l'a lancé le 10 mars. Mais le district nous a expliqué que le transport constitue une limite car les vaccins doivent être acheminés depuis le district. Pour qu'un bateau fasse un aller-retour pour venir jusqu'ici, cela coûte la somme de $28. Et effectivement, une telle somme n'est pas à la portée de tous. La pandémie de Covid-19 a rendu la situation encore plus difficile pour les habitants de l'île, lesquels comptent en temps normal sur le tourisme comme source de revenus. L'exercice à Banwa a permis à plus de 200 personnes de se faire vacciner dès mercredi, premier jour de la distribution. Les autorités espèrent vacciner 1000 personnes parmi les plus vulnérables sur ces îles. Selon les chiffres officiels, le pays déplore seulement près de 40 000 cas pour plus de 334 décès. Et ce sont les régionales espagnoles qui viennent mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV. Les élections régionales auront lieu demain en Espagne, un scrutin à portée nationale qui pourrait sanctionner le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez. Suivez ici les précisions de nos confrères de RT France. Ce mardi en Espagne, tous les regards seront braqués sur la capitale. Et pour cause, le vote qui doit renouveler l'Assemblée législative de la communauté autonome de Madrid a tout du scrutin explosif. D'abord parce que la région est la plus riche du pays, qu'elle représente 20% du PIB et qu'elle est dotée de pouvoirs considérables. Ensuite parce que Madrid est sa région dirigée par la droite et épicentre de la première vague de la pandémie de Covid-19 se sont opposés au gouvernement central sur la crise sanitaire. Preuve des enjeux que revêt ce vote, la présence du Premier ministre Pedro Sánchez à la tribune, aux côtés du candidat socialiste. Madrid ne peut pas continuer à être divisée, elle ne peut pas continuer à être systématiquement en conflit avec le gouvernement espagnol et avec les gouvernements régionaux voisins, qu'ils appartiennent au Parti populaire ou au Parti socialiste.
Le chef du gouvernement sait que son parti est en mauvaise posture dans la capitale, car la favorite des sondages, c'est elle, Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid, la chef de l'exécutif de la région. Cette figure montante du Parti populaire, le principal parti d'opposition de droite, a fait campagne sur une critique de la gestion de la pandémie par le gouvernement central. La jeune femme a d'ailleurs fait de la Communauté de Madrid la région la plus permissive du pays, en maintenant bars, restaurants, cinémas et théâtres ouverts. Ils m'ont dit, tu dois fermer parce que le ministre le dit. Et j'ai dit au président du gouvernement, je ne vais pas fermer Madrid parce qu'il n'y a aucune raison. Parce que le vote uni du Parti populaire est le seul vaccin efficace contre le sanchisme, contre ce radicalisme, contre la ruine, contre la confrontation dans les rues. Pourtant, bien qu'actuellement créditée de 40% des intentions de vote, Isabel Díaz Ayuso ne pourra sans doute pas gouverner seule et devra donc s'allier à Vox, la formation nationaliste qui soutient déjà le Parti populaire à la mairie de Madrid et dans 2 autres régions. Les membres de Vox ne cachent pas une certaine nostalgie pour le franquisme, ce qui leur vaut d'être taxés de fascistes par les radicaux de gauche de Podemos, également lancés dans la course. Les Rouges contre les fascistes, le vieil antagoniste fantôme de la dictature espagnole, s'est même concrétisé durant la campagne par l'envoi de lettres contenant des balles, des menaces de mort, dont 2 ont été adressées à des candidats. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden la télévision. L'actualité se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit.